Allez, on est parti. Hop, on est parti, c'est le grand plongeon, hop, dans l'actu de la paye. Alors, je sais pas si vous me voyez, mais c'est pas moi le plus important, c'est quand même l'actu de la paye. On vous l'avait annoncé. Alors, pardon, j'ai pas remis mon bonnet de bain, hein, même si là, ça y est, pour ceux qui l'attendaient, on a la piscine olympique avec l'épargne salariale dessus. Tout à l'heure, il y a la Cour de cassation qui va se lancer dans la course et on va revenir aussi, il y a des congés payés qui vont passer par là. Donc, pas d'affolement, on va tous faire le grand plongeon ce matin. On va commencer par l'épargne salariale parce qu'on a eu des décrets d'application cet été, pendant que vous étiez au bord de la piscine, pas la même sans doute. Donc, sur l'épargne salariale, alors attendez, je règle toujours mes problèmes techniques, moi, hein, comme ça, vous en apercevez peut-être pas, mais moi j'ai des vrais problèmes techniques. Bon, donc, j'espère que tout fonctionne bien. Sylvie, confirme-moi que tout fonctionne bien. Maintenant, on peut se tutoyer à l'écran. Tout fonctionne bien, on voit effectivement Bon, la prime de ça va. partage de la valeur, Bon, tout va bien. nickel, nickel. Alors, concernant voilà, les décrets d'application, juste, on a eu des décrets d'application qui concernent l'épargne salariale. Alors, plus exactement le partage de la valeur, puisque c'est plus tendance de parler de partage de la valeur. L'épargne salariale qui nous permet aujourd'hui, alors, j'ai fait des choix hein, par rapport à ce qu'on peut trouver dans les décrets d'application, et notamment le choix de parler de la possibilité d'épargner la prime de partage de la valeur dans les plans d'épargne, que ce soit des plans épargne entreprise, des plans épargne inter-entreprise, c'est la même chose, hein, ou des PERECO qui ont pris le relais du PERCO, hein, c'est les plans épargne retraite, ou les PERO, c'est ceux qui a remplacé les articles 83, qui au terme de la loi Pacte ont fait un seul et même grand ensemble qui est l'épargne retraite. Bon, donc les salariés peuvent, depuis le 1er juillet, épargner, donc les décrets d'application sont parus, alors, épargner la prime de partage de la valeur dans ces plans. Le salarié doit donc être informé que cette somme peut être épargnée. Et c'est exactement à l'instar de ce que vous faisiez sur l'intéressement à la participation, en fait, hein. L'information du salarié dans une fiche distincte du bulletin de versement dans laquelle il peut affecter la somme à ses plans épargne. À ses plans épargne, dans les 15 jours de l'information de l'information concernant la somme à percevoir. Alors, quel est l'intérêt? Si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, vous allez me dire, ben, finalement, quel est l'intérêt sinon de ne jamais voir la couleur de l'argent, comme dirait le titre du film. L'intérêt, c'est que depuis le 1er janvier 2024, vous le savez, pour les entreprises de plus de 50 salariés, ou toujours pour l'ensemble des salariés, quel que soit l'effectif de l'entreprise, lorsque leur rémunération dépasse 3 SMIC, eh bien, les sommes sont devenues imposables. Et comme les sommes de primes de partage de la valeur sont devenues imposables, eh bien, pour les exonérer d'impôts, la solution, c'est de ne pas avoir la couleur pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. D'ailleurs, on va revenir sur les cas de déblocage anticipé. Et donc, l'intérêt, il est là. L'intérêt, il est principalement pour les salariés des entreprises de plus de 50, une défiscalisation des sommes de primes de partage de la valeur. Et puis, le deuxième intérêt, si le plan le prévoit, si le plan d'épargne le prévoit, la possibilité d'abonder la prime de partage de la valeur. C'est-à-dire, le salarié verse 100, l'employeur verse 50 de plus, 100 de plus, etc. Vous connaissez le principe de l'abondement. C'est une somme que l'employeur va verser avec le même régime social et fiscal que la somme d'origine, donc en exonération de cotisation mais pas de CSG, en exonération d'impôt sur le placement au plan épargne entreprise. Voilà. Donc c'est les deux intérêts en fait. C'est une défiscalisation pour les salariés qui seraient concernés par un assujettissement à l'impôt des sommes, de la PPV, et c'est la possibilité, si le règlement du plan le prévoit, hein, ce qui est peut-être pas encore négocié, la possibilité d'abonder la somme. Voilà. Deuxième point dans les décrets, on va en voir quelques-uns. Justement, les sommes, une fois qu'elles sont sur le plan épargne entreprise, elles sont bloquées, vous le savez, sauf cas de déblocage. Alors, il y en a pas mal de cas de déblocage. Il existait déjà des cas de déblocage historiques qu'on connaît tous, le mariage, la naissance du troisième enfant, le divorce, le départ du salarié de l'entreprise. Je parle du plan épargne entreprise, hein, pas de PERCO, hein. Bon, bref, parmi les nouveaux cas
qui ont fait leur apparition et pour lesquels les décrets sont parus. On a les travaux de rénovation énergétique de la résidence principale. Alors, je vais lire, hein, tout simplement, hein, mais l'achat du véhicule électrique ou hydrogène et ou hydrogène, hein, alors pas hybride, hein, pas hybride électrique carburant, hein. On est sur du véhicule uniquement électrique, voire électrique hydrogène, hein. Et l'activité de proche aidant, lorsque le salarié ou son conjoint partenaire de PAX devient proche aidant, l'activité de proche aidant peut amener le salarié à débloquer des sommes du plan épargne entreprise. Voilà les nouveaux cas de déblocage. Alors, vous savez que pour certains cas de déblocage, et particulièrement, enfin, tous, on va dire, sauf la cessation du contrat de travail, il faut que le déblocage se fasse dans un certain délai. C'est la même chose pour la rénovation énergétique de la résidence principale ou pour l'achat du véhicule électrique. Alors, il n'y a pas de délai pour l'activité de proche aidant. Le salarié peut débloquer le plan épargne à n'importe quel moment. En revanche, pour les deux premiers points, le déblocage doit se faire dans les 6 mois et le texte nous parle du fait générateur. Alors, c'est quoi le fait générateur, hein? Là, pour notamment l'achat du véhicule électrique, qu'est-ce que c'est? Par exemple, hein, la signature du bon de commande, l'arrivée du véhicule. Voilà, on ne connaît pas précisément quel est le fait générateur. Parce qu'entre le moment où on signe le bon de commande et le moment où on reçoit le véhicule, il peut se passer un certain temps, hein. Pareil pour les travaux de rénovation énergétique. Je ne dis pas que les travaux et les artisans ont des plannings pleins, mais je dis presque ça quand même. Voilà. La seule date dont on est sûr, c'est que comme le décret, vous les avez, les dates du décret sur le support qui vous sera envoyé, bien sûr, c'est enfin, qui sera à disposition, c'est sur la diapo précédente, hein. Je peux y revenir d'ailleurs ici. Vous avez les décrets. D'ailleurs, j'ai une coquille. C'est pas le 5 juin, c'est le 5 juillet au JO du 6 juillet. Sinon, ils auraient mis un certain temps. Donc, sur le décret du 6 juillet, ben, du coup, effectivement, concernant les dates, c'est des blocages qui ne pouvaient pas intervenir avant le 6 juillet puisqu'on n'avait pas les décrets. Bon, voilà, mais enfin, ça va de soi. C'est la seule date dont on est certain, sinon le fait générateur, ben, pour l'instant, on n'a pas de précision. Voilà, en tout cas, nouveau cas de déblocage des sommes bloquées sur un plan épargne entreprise, quelle que soit la somme d'ailleurs, hein, on ne parle pas, ça n'a pas de rapport avec le prime de partage de la valeur, hein. Ça peut être des sommes, intéressement, participation, épargne, enfin, versement volontaire, abondement, voilà. Là, on est sur un autre sujet. Et en parlant d'autres sujets, on a aussi, alors c'est pas nouveau, c'est simplement que les décrets sont parus et ça me permet de revenir dessus, sur ce nouveau dispositif qui est le partage de la valorisation de l'entreprise. Alors, l'idée, je vous la fais super courte, hein, on en avait déjà parlé lors de précédentes WebActu, je crois. L'idée, c'est de faire des salariés, un peu des salariés à l'instar de ce qu'on peut connaître avec les stock options. Voilà, sauf que toutes les entreprises n'ont pas des actions, sont pas cotées. Donc, du coup, l'idée, c'est d'intéresser les salariés à la valeur de l'entreprise. Pas nécessairement à ses résultats, mais à la valeur qu'a l'entreprise. Donc, l'entreprise peut, alors c'est un dispositif facultatif, hein, c'est nouveau, mais c'est facultatif, pas obligatoire, hein. Donc, l'entreprise peut signer un accord, qui va avoir une durée de 3 ans, en fait. Et dans l'accord, on fixe la valeur de l'entreprise à la date de signature de l'accord. Donc, on signe l'accord dans les formes habituelles de signature des accords, hein. Donc, on signe un accord et on dit, voilà, l'entreprise a aujourd'hui, on signe l'accord, elle vaut tant. Voilà la valeur de la boîte. Alors, rapport du commissaire aux comptes, hein, concernant l'évaluation de la boîte. Et on se revoit dans 3 ans. Ben oui, sauf qu'à l'accord, on va fixer les règles du jeu. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans quand on va se revoir? Voilà, plusieurs solutions, enfin 2 surtout. L'entreprise a pris de la valeur ou pas? Dans le cas où l'entreprise n'a pas pris de la valeur, ben on se revoit dans 3 ans, puis on dit, bien, c'était très dommage, mais il ne se passera pas grand-chose. Dans le cas où l'entreprise aura pris de la valeur, donc on refait le point dans 3 ans, et si l'entreprise a pris de la valeur, l'accord aura prévu qu'en fonction du taux de variation de la valeur de l'entreprise, eh bien, le salarié va en avoir un bénéfice. Et donc, c'est ce que l'accord doit prévoir. Il doit dire, voilà, on va faire le point dans 3 ans et pour l'entreprise, en fonction de l'augmentation de la valeur de l'entreprise,
tu vas avoir une part du gâteau en fonction des règles du jeu qui auront été fixées à l'accord. Alors, vous comprenez, c'est intéresser les salariés, non pas tant au résultat de l'entreprise, mais à ce que vaut l'entreprise, hein. L'intérêt caché, si vous voulez, pour ceux qui connaissent les stock options, ça ne vous étonnera pas, c'est la fidélisation. C'est-à-dire que déjà, premièrement, il faut que le salarié soit déjà là depuis au moins 12 mois. Alors, au moins, si l'accord le prévoit, mais enfin, 12 mois d'ancienneté, voilà. Mais c'est surtout qu'il faut qu'il soit toujours là dans 3 ans. Voilà. En fait, s'il est plus là, pas de bras, pas de chocolat, comme dirait l'autre. Décidément, on est très... hein. Donc, dans 3 ans, on se retrouve et n'auront droit finalement aux sommes, le cas échéant si l'entreprise a pris de la valeur, aux sommes prévues à l'accord que les salariés qui sont encore là. Donc les salariés finalement fidèles. Le montant qui peut être distribué peut aller jusqu'à 3/4 du plafond annuel de la Sécu, hein, presque 37 000 € pour 2024. La prime est versée en exonération de cotisation, ça va. Par contre, elle est soumise à l'impôt. Alors, on va vous dire, non, elle est exonérée. LOL. Elle est exonérée dans la limite de 5% des 3/4 du plafond. Donc en fait, ça représente une exonération fiscale très minime. Voilà. Et par ailleurs et en outre, alors on n'est pas sur du forfait social, on est sur une contribution sociale patronale versée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de 20%. Bon, ça rappelle vaguement le forfait social quand même, hein. En termes de contribution patronale, donc on est sur un taux de 20% par rapport aux sommes qui seront distribuées dans 3 ans. Voilà, donc ça c'est facultatif, hein, j'ai jamais dit que c'était obligatoire. C'est un nouveau dispositif que les entreprises peuvent mettre en place en plus de l'intéressement, en plus de la participation, en plus de la prime de partage de la valeur. C'est la prime de partage de la valorisation de l'entreprise. Ensuite, par contre là, c'est pas facultatif. Ça va être obligatoire. En fait, ça dépend. Ça dépend combien vous avez de salariés. Et ça aussi, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est un rappel parce qu'on arrive en fin d'année 2024. Et sur les exercices 22, 23, 24, si le résultat de l'entreprise, enfin en tout cas le bénéfice net fiscal, ouais, bon, pardonnez-moi le raccourci, hein, si le bénéfice net fiscal de l'entreprise est au moins égal à 1% du chiffre d'affaires sur ces 3 exercices, donc quand vous allez constater le bénéfice net fiscal 2024, donc début 2025, si ce bénéfice net fiscal est d'au moins 1% du chiffre d'affaires, et que ça a déjà été le cas en 22-23, eh bien les entreprises entre 11 et 50 salariés, sauf les entreprises individuelles, mais les entreprises, donc les sociétés entre 11 et 50 salariés, vont devoir mettre en place un système de partage de la valeur. Alors, qu'importe lequel, hein, intéressement, participation, PPV, abondement sur un plan épargne, etc., etc. En tout cas, ils vont devoir le faire. Là, par contre, c'est une obligation. Donc, on constate les résultats. En principe, ce sera l'expert comptable qui va alerter, hein. On constate les résultats sur 22, 23, 24. Si ces résultats-là, sur les 3 exercices consécutifs, ont été d'au moins 1% du chiffre d'affaires, eh bien, instauration d'un dispositif de partage de la valeur. L'idée, c'est d'inciter les petites entreprises à mettre en place des systèmes de partage de la valeur, d'épargne salariale, etc. Attention aux entreprises qui auraient franchi le seuil de 50 et qui se disent, nous, on est peinards. Si vous êtes plus de 50 depuis peu de temps, vous avez suite à la loi Pacte, rappelez-vous, des histoires de franchissement de seuil pendant 5 ans. Si vous êtes dans la période du moratoire, hein, eh bien, patatrac, le moratoire ne s'applique pas à ce dispositif-là. Je m'explique, pour ceux qui captent rien, qui ne sont pas concernés. Les entreprises, lorsqu'elles franchissent ce seuil de 50, ce n'est pas tout à coup, le lendemain, au 1er janvier suivant, on leur applique les règles du plus de 50. Il faut attendre 5 ans, un franchissement de seuil régulier pour avoir les règles de plus de 50. C'est ce qu'on appelle une période du moratoire, hein, donc un délai pour réagir. Cette règle de moratoire-là ne s'applique pas ici dans le cadre du dispositif obligatoire de partage de la valeur. Donc je la fais super courte. Si ça fait 2 ans que vous avez franchi le seuil de 50, je sais que pour certaines obligations, vous n'êtes pas tenu, comme les entreprises de plus de 50, par exemple le FNAL. Par contre, pour ça, vous le serez. Voilà, c'est à la marge parmi les participants. Je sais que vous êtes, alors je ne sais pas combien vous êtes connectés, mais puisque j'ai toujours mes problèmes techniques, mais vous deviez être à peu près une centaine, donc je ne sais pas qui est combien, hein,
Mais voilà, les entreprises de moins de 50 qui seraient passées plus de 50 et qui bénéficient du moratoire, ça ne s'applique pas dans ce cas-là. Donc, vous serez concerné par la mise en place obligatoire d'un dispositif de partage de la valeur. Voilà. Hop là. Alors, je saute du coq à l'âne, hein. J'ose pas parler d'âne quand je parle de congés payés de maladie. D'ailleurs, je veux juste revenir. J'avais annoncé pour ceux qui ont vu le teasing, un retour sur une chose que j'avais dite et pour laquelle sur YouTube, d'ailleurs, sur le replay, vous aviez une mention avec attention sous réserve d'interprétation. Je reviens sur quelque chose que j'avais dit à la précédente Web Actu et qui n'était pas tout à fait exact. C'est la façon simple de dire c'était pas juste ou c'était faux. Alors je reprends. Lorsque vous avez un salarié qui est malade, depuis avril 2024, il acquiert des congés. La loi lui dit, tu acquiers 2 jours ouvrables. Si vous êtes en jour ouvré, c'est 1,67. Bon, bref. Sauf que, dans la vraie vie des entreprises, on a des accords de branche, des conventions collectives, voire même des accords d'entreprise. Et bien souvent, ou parfois, ces accords d'entreprise, ou de branche plutôt, avaient déjà prévu que le salarié, même en maladie, acquérait, je ne sais même pas comment on prononce, des congés payés. Donc ça veut dire qu'historiquement, certains accords de branche prévoyaient déjà l'assimilation des périodes de maladie pendant une certaine durée à des droits, à du travail, si j'ose dire, pour l'acquisition des congés payés. Alors j'en ai mis une ici, un exemple, hein. Certains vont la reconnaître, c'est la métallurgie. Donc vous avez ici certains salariés, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, une durée pendant laquelle, même s'ils sont malades, ils vont continuer à acquérir des congés. Donc ici, si voilà, par exemple, hein, vous avez un salarié qui a moins d'un an d'ancienneté, bon, tant pis pour lui. Plus d'un an d'ancienneté, dans la convention collective, il va avoir des droits à congés payés. Alors, moins d'un an d'ancienneté, tant pis pour lui dans la convention collective, parce que par contre, la loi s'applique pour lui. La loi n'a pas dit, oui, il te faut un an d'ancienneté pour avoir des congés quand tu es malade. La loi, elle dit, tu es malade, tu as 2 jours ouvrables de congés payés par mois de maladie. Bon, la convention collective nous dit, non, chez nous, c'est mieux, parce que la convention collective, alors là, allez voir dans les conventions collectives précisément les stipulations. Certaines vont dire oui, c'est pas forcément 2 jours et demi, ça dépend comment la convention collective présente le dispositif. Donc, pour faire simple, hein, lorsque la convention collective assimile à du travail effectif les périodes de maladie pour l'acquisition des congés, on va considérer que c'est 2 jours et demi ouvrables et qu'on est sur un dispositif plus favorable que la loi, mais pendant une certaine durée seulement. Exemple, ici, vous avez un salarié qui, à partir du moment, on va prendre un exemple, le salarié a 4 ans d'ancienneté, donc on va se retrouver avec 2 mois pendant lesquels il va avoir 2 jours et demi de congés payés par mois de maladie, et non pas 2. Et ce que j'avais dit la dernière fois, c'était ça, c'était pendant 2 mois, la convention va s'appliquer, et au-delà, on bascule à un régime légal. Ben, en fait, pas du tout. Je raye. Et je vais vous faire ce qu'on doit faire. En fait, le raisonnement, alors, vous pouvez le faire, hein, mais normalement, c'est un raisonnement par bloc. C'est-à-dire que les avantages ne se cumulent pas. Donc, je fais simple, hein. Vous avez un salarié qui a ici 4 ans d'ancienneté, qui aurait pendant 2 mois des droits à hauteur de 2 jours et demi au sens de la convention collective, 2 jours et demi de congés payés pendant 2 mois. Et puis après, plus rien. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est comptabiliser au terme de l'arrêt, finalement, ou au fil du temps, combien la convention collective va lui accorder de jours de congé. Donc, dans mon exemple, 2,5, puis 2,5, puis 0. Et combien la loi, dans sa situation-là, lui accorderait de jours, à savoir 2, plus 2, plus 2. Bon, alors oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est malade de 6 mois. Donc, convention collective sur 6 mois, 2,5 plus 2,5 plus 0, ça fait 5. Loi, 2 plus 2 plus 2, bon, je ne vais pas vous le faire 6 fois, hein, ça fait 12. Ici, donc, on va avoir un dispositif, c'est ou fromage ou dessert, en fait. C'est le régime le plus favorable, mais pas les deux qui vont se succéder. Donc, vous allez comparer
le nombre de jours de congé acquis au titre de la convention collective pendant la durée pendant laquelle la maladie est assimilée à du travail effectif et à hauteur du nombre de jours acquis, le principe 2,5, à un régime légal qui, lui, dès le début et jusqu'à la fin, peu importe la durée de l'arrêt, va lui accorder 2 jours. Donc bien sûr, vous aurez capté, pour un arrêt court, 3 mois par exemple, ben, c'est la convention collective qui sera de toute façon plus favorable, puisque 2,5 plus 2,5, ça fait 5. Ah mais non, même pas, pardon. 3 mois, vous avez déjà la loi qui prend le relais. C'est-à-dire 2,5 plus 2,5, ça ferait 5 et puis 0. Alors que la loi, c'est 2 plus 2 égale 6. Donc effectivement, si vous avez appliqué d'abord le régime conventionnel, eh bien vous allez avoir une régularisation qui va devoir s'opérer au regard de 2,5 plus 2,5 plus 0. On arrive à 5 et on maintient à 5, mais qui vient à être remplacé par 2 plus 2 plus 2, donc le régime légal qui l'emporte. Et c'est ce qui explique qu'on recommande fortement de faire les régularisations de nombre de jours de congé au terme de la période d'acquisition. Parce que, alors je sais que les logiciels de paye arrivent à faire du progressif, hein, un peu comme les régules de plafond, hein, c'est-à-dire qu'on cumule, et puis on régularise. Dans mon exemple ici, au bout du 3e mois, on dit ben, finalement c'est le régime légal qui est plus favorable et on va donner 6 jours en tout. Déduction faite des 5 qui ont déjà été donnés, donc on va accorder 1 jour de plus sur le 3e mois de maladie. Mais l'idéal de l'idéal, compte tenu en plus des règles d'équivalence, c'est de faire le point au terme de la période de référence, c'est-à-dire au 31 mai, et de regarder le nombre de jours ou de mois de maladie et de comparer les deux régimes, le régime conventionnel ou le régime légal, d'appliquer les règles d'équivalence en matière de congés payés, qu'on connaissait déjà, hein, 4 semaines, on va dire, qui ne sont pas décomptées dans les pertes de droits, etc., etc. Donc faites le point plutôt au terme des périodes de référence. Je sais qu'il faut alimenter les compteurs au fur et à mesure, je sais qu'il faut informer le salarié à son retour d'arrêt, mais la vraie régule du nombre de jours des périodes pour les congés en cours d'acquisition, ça restera, et ça restera toujours les jours acquis au 31 mai malgré tout, hein. Donc voilà. Donc ça c'était pour revenir sur donc, le principe selon lequel la convention collective et la loi ne se cumulent pas. On n'a pas un dispositif puis l'autre qui prend le relais. C'est vous appliquez un dispositif, vous calculez selon l'autre dispositif combien les droits se seraient-ils élevés en matière de jours et vous appliquez le plus favorable des deux et non pas les deux. Ouais, je ne sais pas si c'est clair, hein, mais j'espère parce que l'autre fois, je m'étais pris un peu les pieds dans le tapis. Donc quand je me trompe, je le dis quand même. Voilà. Alors, je me vois pas, c'est très troublant. C'est très troublant. Sylvie, à l'aide. Et Pour, là, Nathalie, je suis lassée. C'est la pause donc, oui, voilà, c'est la pause. pour Bon, aller je boire sais encore pas. un peu d'eau. Bon, alors, pour vous dire que Externa sera au salon Services, au MIT, à Beauzelle, le 3 octobre, avec notre partenaire Factorial, c'est donc l'éditeur de SIRH, pour lequel nous sommes intégrateurs. Et donc Services, pour ceux qui sont sur la région, c'est un salon professionnel dédié aux services B2B. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire si vous êtes intéressé pour venir nous rencontrer gratuitement sur le lien que nous vous mettons dans le chat. Voilà, pour nous rencontrer. Et nous sommes sur le salon, le stand numéro A18. Voilà. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, évolution de la position de l'URSSAF, tout va bien. Bon. Et oui, comme je vous avais dit, alors je répondrai aux questions à la fin, ça sera, je pense qu'aujourd'hui, on va à peu près tenir le timing, on devrait être pas trop mal. Donc, oui, ma médaille d'or de la paye fait un drôle de bruit. Donc, pardon pour les tintements, mais j'en ai trop. Donc, du coup, évolution de la position de l'URSSAF, oui, suite à une décision de la Cour de cassation dont on avait déjà parlé. Vous allez dire, je réchauffe aujourd'hui, mais je réchauffe. En fait, souvenez-vous, hein, donc j'ai mis le petit rappel. On avait dit, de mémoire, hein, que, en gros, les activités, enfin, comment dire, hein, ce qu'on appelle les activités sociales et culturelles, je vous la fais super courte, les bons de Noël par exemple, hein, les chèques cadeaux, tout ça. Souvent,
les CSE les conditionnent à une certaine ancienneté. Donc, le salarié arrive dans l'entreprise, il n'y a pas forcément de droit tout de suite, il faut qu'il ait une certaine ancienneté. Ce n'est pas une obligation, hein, mais beaucoup de CSE le faisaient. Il le faisait d'autant plus que, bon, si le Code du travail était mieux, le ministère du Travail disait qu'il fallait pas. En tout cas, l'URSSAF disait que c'était possible. Donc ça voulait dire qu'en gros, on risquait trop rien à mettre une condition d'ancienneté en tant que, et ça ne devenait pas finalement quelque chose qui était, enfin, c'était toléré par l'URSSAF puisque c'était indiqué dans leur guide pratique du CSE. Et d'ailleurs, l'ancienneté qui était tolérée par l'URSSAF, c'était jusqu'à 6 mois. La Cour de cassation, dans un arrêt d'avril, et qu'on avait commenté déjà, suite à une demande d'un syndicat d'annuler un avenant prévoyant une certaine ancienneté pour l'accès aux activités sociales et culturelles, la Cour de cassation avait donné raison au syndicat et avait dit non, 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 jamais de la vie, pas de condition d'ancienneté. Donc, hors de question, dès que tu arrives dans la boîte, tu as droit à tes bonnes de Noël. À la louche, hein, pour faire simple. Voilà. Donc, comme vous avez dit, oui, bah, attention, il faut faire gaffe. Il faudra peut-être revoir les règlements du CSE, mais c'est vrai que l'URSSAF, pour l'instant, avait, à ce moment-là, en tout cas, au moment de l'arrêt, pas réagi, heureusement, ils réagissent pas aussi vite quand même, avait encore un guide en ligne qui tolérait les 6 mois d'ancienneté. Donc le risque, il n'était pas forcément URSSAF. Il était vis-à-vis des salariés, mais au niveau de l'URSSAF, on avait peu de risques. Paf! Évolution de la position de l'URSSAF. Si vous allez sur le site de l'URSSAF, une publication du 30 juillet nous dit que aujourd'hui, aucune condition d'ancienneté ne doit être prévue pour l'accès aux activités sociales et culturelles. Donc ça veut dire que si, ils reconnaissent eux-mêmes hein, d'ailleurs, que s'ils admettaient une condition d'ancienneté, ce ne sera plus le cas, mais que vous ayez le temps de respirer, de réagir et de modifier les règles applicables dans l'entreprise, vous avez toute l'année prochaine pour modifier les critères de versement de ces... Alors, les critères de versement, en gros, là, c'est plus d'ancienneté. Hein. Donc, pour vous mettre en conformité, vous avez toute l'année prochaine. Et donc, le guide, le fameux guide en question de l'URSSAF, là, le guide pratique CSE, a été mis à jour aussi. Si vous allez le consulter aujourd'hui, j'ai mis l'extrait. On vous dit la possibilité de réserver le bénéfice, c'est avec un critère d'ancienneté est interdit. Et donc, vous avez jusqu'au 31 décembre pour modifier vos règlements intérieurs de CSE. Voilà. Donc, supprimer toute condition d'ancienneté pour... là, on arrive près de Noël finalement. Hein. Vous n'avez plus... voilà. Alors, même si, si vous le faites encore cette année, j'allais dire, c'est pas grave. La mise en conformité doit être faite l'année prochaine au plus tard. Donc, c'est le dernier versement toléré avec une condition d'ancienneté, puisque une mise en conformité doit être faite sur l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est donc le virage, hein, le virage qu'a pris l'URSSAF suite à une décision de Cour de cassation. Ça arrive, hein, on va voir un autre exemple où l'URSSAF s'est aligné à des décisions de Cour de cassation. Alors justement, transition avec des décisions de Cour de cassation. Petite revue de jurisprudence. Alors, pour ceux qui suivent les potins de la paye, on en reparlera rapidement tout à l'heure, hein, vous avez sans doute entendu parler de cet arrêt qui, en juin ou juillet, je ne me rappelle plus, nous dit, voilà, une salariée, alors j'essaie de récapituler l'histoire de cette salariée. Elle a été en maladie, elle a repris le travail à temps partiel thérapeutique pendant 5 ans. Elle est retombée, enfin, elle a été en arrêt maladie. Et c'est pendant cet arrêt maladie qu'a eu lieu un licenciement pour faute grave, pour des raisons sans doute antérieures à la date à laquelle, enfin, le moment où elle est réapparue finalement, à temps partiel thérapeutique, faute grave. Bon, alors, faute grave, certainement pas trop, puisque la Cour d'appel a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et c'est donc dans le cadre de cette requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il a fallu calculer des indemnités. Indemnités compensatrices de préavis, qu'elle n'a pas fait du coup, hein, parce que faute grave, pas de préavis là, tout à coup, préavis à payer. Indemnité de rupture, bref. Et ces indemnités-là, et notamment l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a dit, prenons le salaire à temps partiel.
Alors la salariée a dit: «Ah ben, pas du tout, moi je suis pas du tout d'accord». Alors sachant qu'en gros le salaire c'était 15 000 €, hein. Donc à temps partiel c'était 7 000. Voilà, elle dit: «Mais pas du tout, moi, pour moi c'est le salaire, qui précède le temps partiel thérapeutique, parce que sinon il y a discrimination en raison de l'état de santé». La Cour de cassation s'est prononcée, a dit: «Ben ouais, c'est la salariée qui a raison. Lorsque le salarié travaille à temps partiel thérapeutique, et que le temps partiel n'est pas un temps partiel finalement, c'est un temps partiel thérapeutique, hein. Le salaire de référence que vous allez prendre en compte, c'est même pas un salaire rétabli, hein, c'est même pas combien il aurait eu s'il avait été à temps plein, c'est le salaire de référence antérieur au temps partiel thérapeutique et le cas échéant ici, antérieur à l'arrêt maladie qui avait précédé le temps partiel thérapeutique. Donc en fait, l'indemnité de licenciement se calculera bien sur la base des fameux 15 000 € à la louche, là, dans notre cas d'espèce. C'est les salaires qui précèdent non seulement le temps partiel thérapeutique, mais là, pour le coup, la maladie, hein, vous savez qu'il peut y avoir temps partiel thérapeutique sans arrêt de travail préalable, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Donc, historiquement, là, au regard de l'ancienneté, ou de l'antériorité des faits, on a eu un arrêt maladie, reprise à temps partiel thérapeutique, et bien c'est les salaires qui précèdent l'arrêt maladie qui doivent être pris en compte pour calculer l'indemnité de rupture. Voilà, donc attention, attention à vos salariés à temps partiel thérapeutique, ce n'est pas des vrais temps partiels, hein. Voilà. Deuxième arrêt qui nous amène, alors pas tant le fond de l'arrêt sur la prévoyance, c'est pas celui-là tellement qui nous intéresse, c'est plus que ça nous permet de faire le point quand même sur le défaut d'affiliation à la prévoyance. Ici, on a un arrêt de fin juin qui se prononce sur une entreprise qui n'avait pas adhéré à la prévoyance. Et quel est le délai d'action du salarié contre l'employeur qui a manqué à ses obligations d'adhésion. On nous dit qu'il ne s'agit pas de manquement en termes de règles avec la prescription des salaires. En fait, en gros, la prescription qui s'applique ici, c'est la prescription de droit commun, puisque c'est un manquement non pas lié à l'exécution du contrat de travail, mais en responsabilité civile de l'employeur. Donc en fait, le délai de prescription n'est pas de 2 ans, mais de 5 ans. Alors à la limite, j'allais dire, bon, ok, on le dit. Ce qui est important surtout ici, c'est qu'est-ce qu'une prévoyance, à quoi je suis obligée et est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas. Alors, ça me permet de revenir, puisqu'il y a des arrêts, donc je sais que vous devez faire les choses correctement, vérifier vos obligations conventionnelles et vos obligations légales. Alors, les légales, on a vite fait le tour, hein. Il y en a deux. Il y a les cadres avec le décès et il y a la complémentaire santé depuis 2019 avec l'obligation pour l'entreprise de proposer une complémentaire santé. Voilà, il y a deux obligations au titre des prévoyances avec une origine légale. Toutes les autres, ça va être des obligations qui découlent des conventions collectives de branche ou même des accords collectifs. Alors, quand c'est des accords collectifs d'entreprise, j'ose imaginer que vous le savez, puisque vous avez signé l'accord. La branche, attention, faites attention de bien adhérer. Alors, vous allez me dire, elle enfonce des portes ouvertes. Oui, sûrement pas, puisqu'il y a eu des arrêts de cour de cassation pour des employeurs négligents en matière d'assurance décès, et c'est lui qui doit payer le capital décès quand il y a 3 plafonds annuels de sécu. Alors, pas au salarié, lui, le pauvre, il est mort, hein, donc c'est à ses ayants droit. Et pareil pour les incapacités, lorsque les salariés ont des maintiens de salaire, par exemple, qui ne sont pas payés par les organismes de prévoyance puisque l'adhésion n'est pas faite, hein, des rentes, incapacités, là c'est plus embêtant. Voilà, donc il y a encore voilà, il y a de nombreuses cassations voilà, concernant ben, celle-là, notamment ici, hein, cette cassation-là de juin 2024. Et ensuite, attention aussi à un truc. Quand vous avez une prévoyance conventionnelle, hein, si vous ne souhaitez pas suivre, on va dire, la recommandation de la convention collective quant à l'organisme assureur, vous en avez parfaitement le droit. Si votre meilleur ami est assureur et que vous avez décidé de prendre la prévoyance chez une autre compagnie que celle qui est, on va dire, recommandée, peut-être pas le terme exact, je ne me rappelle plus du terme, il ne faut surtout pas utiliser imposé, bon bref, si vous n'allez pas à la prévoyance qui est indiquée dans les conventions collectives, ce qui est de moins en moins d'ailleurs le cas, hein, puisque voilà, vous avez la liberté de choisir l'organisme, par contre pas la liberté de choisir la couverture.
Donc faites attention au niveau de couverture que vous avez, que vous allez prendre. Je pense notamment au bâtiment, par exemple, pour les entreprises qui n'adhèrent pas à la ProBTP. Il y a certains contrats que vous pouvez effectivement prendre dans d'autres, pour certains statuts de salariés, que vous pouvez prendre dans d'autres compagnies, d'autres organismes de prévoyance. Attention cependant aux garanties. Vous devez couvrir les salariés par rapport aux garanties qui sont prévues par les accords. Donc, parmi les négligences en matière de prévoyance, il n'y a pas seulement j'ai pas adhéré, il y a j'ai mal adhéré. Donc c'est pour ça que j'en parle en fait. C'est pas tant le délai de prescription qui nous intéresse, à la limite, bon, ok, d'accord. C'est l'occasion de revenir sur un sujet sensible parce que ça peut faire très vite très mal quand on a soit un défaut de couverture, mais pas tant ça, une mauvaise couverture. Voilà, donc et comme c'est des sujets qui sont pas hyper sexy, voilà, du coup je me permets de revenir dessus, ça me permet de revenir dessus. Oula, dis donc, on a été trop rapide. Alors je vais vite prendre les questions tellement on est déjà à la fin. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on prend, qu'on fait un petit caout à la fin. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Oui, apparemment. oui, on voit, c'est bon. Oh là là, mais je suis désolée, mais décidément aujourd'hui, oh là là, mais dis donc, merci, hein. Après les téléphones sont déjà dehors, hein. Là, ça va plus vite, hein. Allez, 16 déjà, ça va super vite. Ça va super vite, du coup, vous devez dire, elle nous fatigue, on va être rapide au moins. On voulait, pardon, hein. Vraiment là, allez, j'en attends 22 comme tout à l'heure, hein, et on démarre. Eh ben, bravo pour votre rapidité. Parce que dis donc, allez, génial. On était à 22, on continue à 22. C'est parti pour un tour. Voilà, là on est sur le bon. Oh là, quelle cata. Alors, c'est parti pour un tour. La prime de partage de la valeur, donc la PPV, elle peut être épargnée, mais elle ne peut pas être abondée. Rouge, elle peut être épargnée, sur un PE, bleu. Ou elle ne peut pas être épargnée et elle doit obligatoirement être perçue par le salarié. Alors, vous avez le temps, hein. Vous avez 20 secondes, hein, normalement. Oui, c'est ça. Alors, si c'est justement, elle peut être abondée. Donc, effectivement, pour ceux qui ont dit, elle peut être épargnée mais peut pas être abondée, ben si, c'est fromage et dessert hein, pour la PPV. Au même titre que l'intéressement, la participation, tout ça, tout ça. Il peut y avoir de l'abondement aussi sur la PPV. Mais en tout cas, bravo à tous de ne pas vous être trompés. La PPV maintenant peut être épargnée. C'est la grosse différence depuis, effectivement, la loi sur le partage de la valeur et notamment les décrets d'application qu'on a enfin vu apparaître. Donc oui, bravo. Elle peut être épargnée et d'ailleurs, elle peut être abondée. Pour l'instant, très peu d'entreprises l'ont prévu, hein, mais bon. La prime de partage de valorisation de l'entreprise sera obligatoire. Voilà. Elle sera versée au prorata en cas de départ dans les 3 ans du salarié ou de façon facultative pour toutes les entreprises. Ça, c'est dur, hein, un petit peu. Ça va super vite. Alors, elle sera facultative. Vous confondez l'obligation à partir de janvier 2025 avec un autre dispositif de mise en place d'un accord relatif au partage de la valeur lorsque l'entreprise a atteint son bénéfice net fiscal. Et c'est ça qui était obligatoire. C'est ça qui sera obligatoire pour les entreprises de plus de 11, de moins de 50, qui auront à devoir mettre en place un dispositif quel qu'il soit d'ailleurs. La prime de partage de valorisation de l'entreprise, ce fameux truc sur 3 ans, qui est toujours facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites, par contre, l'intérêt, et c'est pour ça que la réponse 2 est fausse, l'intérêt, c'est justement que le salarié qui n'est plus là au bout de 3 ans, il n'aura rien du tout. Voilà, soit tu restes, soit tu n'as rien. Tant pis pour toi. C'est là l'idée, c'est de fidéliser par la force. Pardon, hein. Donc, obligatoire, non, jamais. Donc, bravo pour l'équipe des jaunes.
Versé au prorata, certainement pas. C'est tout ou rien, hein. Voilà. Donc, alors avec tout ce qu'on a vu comme dispositif, c'est vrai qu'il y a de quoi s'en mêler les pinceaux, hein. Bravo Clémence, hein. Réponse multiple. Il vous faut répondre au moins deux choses. Parmi les cas de déblocage du PE, alors, achat de véhicule électrique, mariage de son ex-conjoint, il te tient, il se marie, ok. Ordre de rénovation énergétique de la résidence principale ou achat de véhicule diesel à condition qu'il soit maîtrisé. Je rigole comme ça, de belles réponses. Non, le diesel même neuf, ben on considère que c'est pas bien. Voilà, tant pis pour vous. Donc bravo, hein. Bravo. Alors l'achat du véhicule électrique, travaux de rénovation énergétique, oui. Alors le mariage de son ex-conjoint, on peut être très content pour lui, hein, mais bon, a priori, c'est pas une raison pour débloquer l'épargne et lui faire un beau cadeau, hein. Enfin, moi, je m'entends très bien avec mon ex-conjoint, mais enfin, voilà, on n'en est pas encore là. Donc, et l'achat d'un véhicule diesel, ben non, non, c'est électrique, uniquement électrique, voire à hydrogène, voire électrique hydrogène, mais pas diesel, certainement pas. Bravo en tout cas. Bravo. Donc, il y avait plusieurs bonnes réponses. Là, c'était le piège. Là, il n'y en a qu'une, hein. Alors, un salarié malade, 12 mois, va cumuler combien de jours de congés payés? Sachant que la prévention. Alors, voilà. Au niveau conventionnel seul, il aurait 2 jours et demi fois 6 mois. Conventionnel, sachant que la convention collective dit 6 mois. Au niveau légal, seul 2 jours fois 6 mois, donc il aura 12 jours. Au niveau, est-ce qu'on cumule le légal et le conventionnel? Réponse jaune. Ou est-ce qu'il n'y a que le légal et il est malade 12 mois, il aura 2 jours par mois pendant un an? Ça paraît compliqué, ça n'est pas. Mais ça paraissait hyper compliqué, je suis désolée, hein. Mais en fait, ça l'est pas. En fait, un mec malade 12 mois, en gros, ça sera toujours la loi qui sera plus favorable. Vraiment, hein. Ou à moins que vous ayez une convention collective qui vous dit, alors après, ça peut arriver sur des conventions collectives avec des salariés très anciens, où on a des périodes d'assimilation très longues, hein. 8 mois, 9 mois, maladie assimilée du travail effectif pour l'acquisition des congés, là, ça peut arriver. Ici, on avait malheureusement, si j'ose dire, une convention qui prévoyait l'assimilation que pendant 6 mois. Donc, vous avez beau faire le calcul comme vous voulez, 6 fois 2 et demi, ça donnera que 17. Alors que la loi vous dit, c'est 2 jours par mois, tout le temps, nos limites. Donc 12 mois fois 2, ça fait toujours 24, c'est toujours mieux. Ce qu'on n'a pas à faire, par contre, c'est le jaune. C'était ce que je disais la dernière fois, c'est tu fais d'abord le légal et tu fais d'abord le conventionnel, ensuite le légal. Non, c'est pas fromage et dessert, hein. C'est ou l'un ou l'autre, le plus favorable des deux, évidemment. Voilà. Donc là, la réponse, pardon, hein, ça paraissait compliqué parce que vous avez peu de temps et dès lors qu'il y a des calculs, on se dit oh là là, oh là là. En fait, finalement, la réponse, alors, c'était un peu piégeux, hein, je le reconnais. Je suis désolée, je me ferai harakiri ce soir, voilà, pendant l'apéritif. Donc, bravo Clémence. Pour l'URSSAF, le CSE peut réserver les activités sociales et culturelles aux salariés qui ont au moins, alors, combien d'ancienneté? 6 mois, un an, ou pas de condition d'ancienneté. Ultra facile, hein. Ultra facile. Yes, 6 mois c'était avant. L'URSSAF, ça y est, ils se sont alignés. Donc alors oui, si vous me répondez oui, mais il y a encore une tolérance, c'est vrai. Vous avez encore l'année prochaine pour vous mettre en ordre de marche. Mais 6 mois, c'était avant. Ça, c'était avant, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, il n'y a plus de conditions d'ancienneté. L'URSSAF vient de s'aligner. C'est pour ça que, voilà. Ah ben, décidément, Clémence explose tous les comptes. Je crois que c'est la dernière, hein. En cas de rupture du contrat de travail suite à un temps partiel thérapeutique, on calcule les indemnités de rupture par rapport à quel salaire? Au salaire précédent le temps partiel et l'arrêt de travail, maladie, hein, ou bien au salaire rétabli sur la base du temps complet pour les périodes à temps partiel, ou sur la, on l'utilisait d'ailleurs la même appel, sur le salaire à temps partiel. Voilà. Ça c'est facile, je pense. Bravo, bravo. C'est pas parce que c'est facile que vous êtes, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas brillant, hein. Bravo. Donc non, on rétablit pas le. Alors, en tout cas, dans cet arrêt-là, on nous dit
de prendre Alors, c'est vrai que quand vous avez un salarié qui a alternativement eu des périodes à temps plein, à temps partiel, je ne parle pas du temps partiel thérapeutique, hein, euh, s'il finit à temps partiel chez vous, vous allez rétablir le salaire tel qu'il aurait été à temps plein. Et au regard du nombre d'années qu'il a passé à temps plein, utiliser ce salaire-là. Au regard du nombre d'années qu'il a passé à temps partiel, utiliser ce salaire à temps partiel-là et faire une espèce de salaire moyen en fonction du nombre d'années à temps plein, à temps partiel. Le temps partiel thérapeutique n'est pas un temps partiel. Au sens du droit du travail, en fait, ici, le temps partiel thérapeutique est un temps plein. Et c'est, la Cour de cassation nous dit, c'est même pas le salaire à temps partiel thérapeutique rétabli que tu dois prendre. C'est les salaires qui étaient sur... alors, c'est assez... on m'aurait posé la question, j'aurais répondu comme l'équipe des Bleus. Bon, la Cour de cassation nous dit, ben non, c'est les salaires qui précèdent l'arrêt de travail et qui précèdent le temps partiel thérapeutique. Alors, est-ce qu'on va voir Clémence? Alors, ben non, je ne sais pas qui c'est, ça doit être une abréviation, pardon, Marie. Et alors, oh, je pense que c'est peut-être pas trop la surprise. Bravo, ça a vraiment été brillante. Clémence, c'est Laurie. Et l'eau, alors, pardon, ne démérite pas. Je ne sais pas qui est. Ce sont horribles du caout. Pour retrouver Eh ben, bravo, bravo aux vainqueurs, bravo à tous les participants aussi pour le Kahoot qui devient une institution dans la WebActu maintenant, hein. c'est ça, c'est ça. Voilà, donc ben, Nathalie, on va te remercier et puis Alors, je on vais refaire une va, on prouesse va, technique. oui, oui, on va vous inviter aussi, si vous le souhaitez, à nous suivre et retrouver forcément Nathalie sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux pour écouter le podcast, les podcasts que Nathalie enregistre chaque 15 jours sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. On a mis effectivement aussi le lien sur le chat. Voilà, bah merci encore une fois, Nathalie, pour cette web actu. Alors, il y a eu des problèmes techniques, mais c'est Ah oui, les inconvénients du horrible, direct, hein, mais c'est voilà. horrible, C'était désolée. merci beaucoup, merci à toi, merci à tous les clients aussi, merci à tous ceux qui nous suivent également. Et puis, on vous dit à la prochaine web actu. Merci beaucoup à tous et encore désolée pour ces problèmes techniques. À très vite, à bientôt. Au revoir.